bonjour à tous. Est-ce que... Alors, Ouais, c'est on bon, peut... Nico. Bonjour à tous, on t'entend bien, Nicolas. C'est On bon. m'entend bien? Ouais, c'est nickel. Tu Ok. peux y aller. Super. Du coup, bonjour à tous. Petit webinaire aujourd'hui pour faire une petite présentation de Digital Pro et de l'interface. On va aller au travers de certains résultats pour un petit peu les décortiquer, comprendre un petit peu ce qu'ils veulent dire. Pour ceux peut-être qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas encore la solution, donc voilà, nous c'est Digital Pro, donc on fait des analyses de marche, des analyses de course avec des semelles connectées et aussi des analyses de saut depuis peu. Et donc pour ma part, donc, je suis Nicolas Edby, kinésithérapeute et ingénieur en biomécanique et je vais faire ce webinaire avec vous. Donc je vous propose de tout de suite commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un patient avec lequel on a fait des analyses justement avec notre solution, avec les semelles Digital Pro. On a fait avec ce patient une analyse de marche et une analyse de course. Donc ce patient en fait est venu de base, donc on peut le voir ici, donc si vous voyez tous bien mon écran, on a un petit tableau de bord qui nous rappelle en fait une potentielle pathologie qu'on aurait renseignée pour notre patient et un motif de consultation qu'on a renseigné. Ce patient il est venu à cause d'une douleur au genou gauche, aussi donc dans les ischios, ça lui tire à l'arrière du genou. Et suite à ça, on a fait donc une analyse de marche et une analyse de course. On peut aller directement voir donc l'analyse de la marche, ce que ça a donné et comment ça se présente sur notre interface web. Donc, quand on double-clique sur l'analyse de la marche, donc on arrive sur cette page de résultats que vous voyez. Donc, si je scrolle un peu, donc on a plein de paramètres. Mais commençons donc par le début. Donc voilà, donc là on a le nom de l'analyse qu'on a faite. Donc là, elle s'appelle par défaut marche, mais on pourrait très bien la renommer marche numéro 1 de ce patient, etc., de manière à ce que vous vous rappeliez en fait quel type d'acquisition, quelle prise de mesure spécifique vous avez fait avec ce patient à cet instant T. On a ensuite donc les différentes pages. Donc là, on est sur la première page de résultats, qu'on appelle la page générale. On a ensuite une page avec d'autres résultats complémentaires qui s'appellent détails. Et on a aussi des filtres qu'on peut appliquer. Donc là, on a l'affichage en fait par défaut de cette page de résultats, mais on peut imaginer des pages un petit peu customisées qu'on met un peu par défaut, voire que vous customisez vous-même si vous voulez afficher plus un paramètre qu'un autre, qui s'affiche en premier, que l'autre ne s'affiche pas du tout, histoire d'avoir vraiment en fait votre page de résultats personnalisée. On a ensuite donc un petit résumé de ce qui a pu se passer ou des conditions en fait de l'acquisition. Donc on peut les donner directement quand on fait l'acquisition, la prise de mesure, ou a posteriori on peut toujours venir rajouter une douleur que le patient a eu pendant la prise de mesure, une aide à la marche potentielle ou les chaussures qui ont été utilisées. Après ces informations un petit peu générales, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et on a donc les différents paramètres biomécaniques. Donc là, je vais vous présenter la page de résultats par défaut pour qu'on aille vraiment et qu'on découvre vraiment tous les paramètres que nous retourne Digital Pro et qu'on les comprenne un petit peu ensemble. Donc en premier, on va avoir la symétrie, la cadence, la vitesse. Déjà de manière très générale, ce qui est flagrant aux yeux, c'est qu'on utilise des codes couleurs. Donc vous voyez que les valeurs sont en vert, en orange ou en rouge. Pourquoi? Simplement, vert, on est plutôt dans le bon, c'est-à-dire on est plutôt dans la norme, là où le orange, on commence à s'éloigner un petit peu de la norme, donc norme de la population. Le rouge, on commence à s'éloigner plus critiquement de cette norme.
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la symétrie, donc on a la symétrie qui est en fait une symétrie sur nos temps de contact. Donc, on voit que notre patient ici marche de manière plutôt symétrique. Les temps de phase, que ce soit droite et gauche, sont plutôt similaires. Ensuite, on a donc la cadence. On voit qu'elle est un petit peu faible, elle tend donc elle est orange, et on a une vitesse qui est plutôt faible. Donc, si je mets un petit peu le contexte aussi de cette acquisition, on peut aussi comprendre cela parce que c'est une acquisition qui a été faite en cabinet sur 6-7 mètres. Donc, le patient était peut-être pas aussi à sa vitesse la plus confortable, comme s'il était dehors avec un grand couloir de marche, une grande ligne droite de plusieurs dizaines de mètres. Donc voilà, il marchait à une vitesse plutôt faible que j'expliquerai plutôt par les conditions de l'acquisition. Donc voilà, pensez toujours que selon la manière dont vous faites votre acquisition, votre prise de mesure, ça influera grandement aussi sur vos résultats. Donc voilà, on a une vitesse plutôt faible expliquée par l'acquisition. Vous voyez qu'on a aussi ces petits points d'interrogation qui sont en fait des petits tooltips, donc où on va venir mettre potentiellement la définition de la variable, de la cadence par exemple, et ce qui pourrait être normal comme valeur. Si on descend un peu plus bas, on va ensuite avoir le profil de marche. Donc le profil de marche, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne nos temps de contact et nos temps d'oscillation pour le pied gauche et pour le pied droit. On a aussi nos temps de double contact, donc le moment où les deux pieds sont au sol. Et on a aussi la longueur de foulée, donc qui est la distance parcourue entre deux phases de pieds plats, donc deux poses de talons. Et ça, pareil pour la droite et la gauche. On a aussi une version avancée de cette vue, où on va pouvoir voir en fait ces mêmes paramètres, mais là on était sur des pourcentages, donc c'est le pourcentage du temps de contact par rapport au temps de cycle global. Là où ce que vous voyez plus bas, on voit que les valeurs sont en millisecondes, donc ça nous donne plus une information directement sur qu'est-ce qu'est une valeur normale pour un temps de cycle, pour un temps d'oscillation, pour une longueur de foulée. Donc là où la répartition pourrait être tout à fait bonne, donc à environ 60%, 40%, par contre, les temps pourraient être très longs. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc là, on a une marche plutôt lente. Comme on a dit, on a un monsieur qui marche lentement. Donc, il a des temps de cycle, des temps d'oscillation, des temps de contact plutôt lents. Donc, on est dans le rouge, rouge supérieur, mais la répartition n'est pas si mauvaise que ça. On est pas loin des 60-40%. Donc, voilà. Si on a des grosses différences de symétrie, qu'on voit que les temps de contact sont très différents, ça peut indiquer sur certaines boiteries, sur des problèmes articulaires ou quoi que ce soit qui gênerait donc la personne d'avoir une démarche totalement normale. Donc des valeurs à prendre en compte. On a ensuite plus bas la gateline qui est en fait une inférence de la ligne de pression qui serait formée en fait le long de notre pied pendant la phase de contact, et cela en fait sous les trois phases de la marche. Donc on a la phase de mise en charge tout au début, la phase de pied plat et la phase de propulsion, avec ici la répartition justement des temps de ces différentes phases. Donc on peut l'avoir donc en relatif, donc un pourcentage, comme on peut l'avoir donc en absolu, donc directement aussi une valeur en millisecondes. Ce qu'on peut observer, c'est un petit peu cette même tendance. Donc
voilà, on a quelqu'un qui marche plutôt lentement, donc il a tendance à avoir une phase de pied plat plutôt longue. Et on peut observer aussi en relatif on dirait que donc il réduit un petit peu sa phase de propulsion. Elle est un petit peu plus réduite côté gauche, avec une phase de pied plat côté gauche un peu rallongée, donc pour le coup pour compenser, comme si il raccourcissait un peu sa phase de propulsion. Au niveau de la gateline en elle-même, elle est plutôt bonne, mis à part donc l'attaque qui est quand même très extérieure. On s'attendrait normalement à avoir quelque chose d'un petit peu plus postérieur au départ. On vérifiera ça sur un autre paramètre, donc sur les angles de pronosupination un peu plus tard. Mais voilà, je garde ça en tête, une propulsion un petit peu réduite. Ensuite, on a un ratio de propulsion. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur, en fait, pour voir si la sollicitation musculaire est bonne pendant la marche entre les fléchisseurs de hanches et les fléchisseurs plantaires, voir s'il n'y a pas une sursollicitation de l'un ou de l'autre. Là, on voit globalement qu'on n'est pas totalement équilibré, que ce patient utilise un peu plus ses fléchisseurs de hanches et voire un petit peu plus à gauche. Donc ça pourrait être aussi une stratégie un petit peu qui mettre en place s'il y a une douleur de genou, de tirer un petit peu plus la jambe, de pas bien justement finir sa propulsion là, et de tirer un petit peu plus sa jambe tendue avec ses fléchisseurs de hanche, à voir ce que nous disent les autres paramètres encore. Donc là, on a fait globalement le tour de cette première page. Et on va du coup s'attaquer à la deuxième page. Donc cette deuxième page qu'on retrouve là-haut, dans détail. Voilà, on a tout ça. On va directement s'intéresser en fait aux angles de pronosupination qui sont ici. On a une vue standard et une vue avancée. Donc voilà, quand j'appuie sur la vue avancée, on voit qu'il y a un graphe supplémentaire qui vient s'afficher là. Donc en fait, on a les angles de pronosupination aux différents instants, à la pose du talon, au pied plat, au décollage du talon et au décollage des orteils, à chaque fois pour la droite et pour la gauche. Et on va retrouver en fait cela sur ce même graphique. Donc avec sur l'axe des Y, effectivement, les différents instants, donc pose de talon, pied plat, décollage, talon, décollage, orteil. Et on va retrouver donc sur l'axe des X la valeur de pronosupination. Donc vous voyez qu'on a quand même plusieurs courbes et plusieurs couleurs. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait on a une courbe noire qui est la valeur du patient, donc la valeur de pronosupination à ces 4 instants. On a autour une courbe grise qui est en fait l'écart type, donc qui va représenter plus la variabilité que cette personne a eue pendant cette acquisition, pendant cette mesure. Donc c'est-à-dire que si les lignes grises sont très proches de la ligne noire, le patient aura une variabilité très faible, c'est-à-dire que d'un pas à l'autre, il aura une valeur très similaire, là où potentiellement, si les lignes grises s'écartent et sont très espacées par rapport à les lignes noires, ça implique donc une grande variabilité dans la marche. Donc, c'est-à-dire que d'un pas à l'autre, il va potentiellement avoir des valeurs de pronosupination très différentes, ce qui peut nous laisser penser à un peu d'instabilité au niveau de la cheville, du pied. Donc voilà, là c'est à investiguer, c'est pourquoi une instabilité, est-ce qu'il y a du travail de proprio à faire, est-ce que niveau podo il y aurait des inserts à mettre pour apporter de la stabilité, ce genre de choses. Donc ça c'est ce que nous disent ces lignes-là. Sur ce patient-là,
elles sont plutôt correctes. Donc on voit que les lignes grises sont plutôt centrées autour de la ligne noire. Donc il n'y a pas trop de soucis. Ce qu'on voit un peu plus, c'est que juste pareil, l'angle d'attaque, en fait, à chaque fois, il est un petit peu décalé par rapport à ce corridor vert que vous voyez. Donc, ce corridor vert, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la norme, les valeurs normales pour cette population. Et on voit qu'il s'en écarte un petit peu, donc il y a à chaque fois un peu plus en supination à l'attaque. Donc voilà, pareil, on peut garder ça en tête. Est-ce que c'est dérangeant pour lui? Est-ce qu'il y a du travail à faire? Est-ce qu'il faudrait lui apporter un peu de stabilité? À voir. Donc on va pouvoir fermer ça. Et là, on va retrouver pareil les temps de phase qu'on avait déjà vu avant sur la gateline. Donc c'est les mêmes temps. Donc en millisecondes, les temps pied plat, les temps de mise en charge, de pied plat, de propulsion. Plus bas, donc on a l'angle de progression du pas ainsi que la circonduction. L'angle de progression du pas, en fait, c'est l'angle d'ouverture qu'on a du pas. Là où la circonduction, c'est la déviation en fait maximale que va faire notre pas pendant la phase oscillatoire. Du coup, on voit des angles d'ouverture plutôt OK. Un petit peu plus de circonduction à gauche. Pareil, est-ce que c'est un mécanisme avec son genou gauche où il y a une petite douleur, où il écarte un petit peu plus pendant la phase oscillante de sa jambe, où il vient un peu plus la tirer avec ses fléchisseurs de hanche? Possible. Mais sinon, rien d'alarmant sur ce graphique. Donc cette circonduction qu'on appelle aussi le fauchage, donc voilà, ça peut être intéressant pour de l'orthopédie, des choses comme ça. Ça l'est aussi beaucoup pour des boiteries beaucoup plus lourdes, si on va dans la neurologie, des choses comme ça, où on va pouvoir voir ces valeurs vraiment variées en fonction d'un patient ou d'un autre. Et on va pouvoir aussi suivre l'évolution de ces paramètres. C'est ce qui est aussi intéressant dans la solution, c'est de pouvoir les mesurer à un instant T, mais de pouvoir garder cette valeur et de pouvoir la comparer dans le temps et de voir si elle évolue ou pas en fonction des thérapies qu'on met en place. Le dernier encart qu'on a ici, c'est le steppage, la clearance. Donc là, on va voir les angles à la propulsion et les angles à l'attaque qui sont ma foi un petit peu faibles. Pareil, je les relierai pas mal à la vitesse, comme on est sur des vitesses très lentes. Il n'a pas une marche très dynamique, il fait des pas assez courts, donc il ne va pas forcément utiliser toute l'amplitude de ses chevilles, mais à vérifier quand même. Et on a ensuite la clearance, donc voilà, 0,8 cm à droite, 1,6 à gauche, un peu plus à gauche, mais rien d'alarmant. C'est surtout alarmant quand ça va dans l'autre sens, quand on commence à avoir des clearances très petites. Voilà, on a souvent un seuil à 0,3, 0,2 cm, donc 2-3 mm, où là c'est vraiment un seuil où on dit que la clearance devient dangereuse car les risques de chute sont vraiment très, très importants. Donc voilà ce que nous disent ces paramètres-là. Donc là, on vient de faire un petit peu le tour. Si je peux juste me permettre, Nicolas, d'ajouter une petite chose. Quand on a des angles d'attaque comme ça qui sont un petit peu supérieurs à la normale,
Souvent, c'est des signes de compensation. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait vu en statique, c'est-à-dire que sur l'examen, sur le statique du patient, c'était pas un patient qui avait des pieds qui partaient en supination, quoi que ce soit, même limite l'inverse. Et on le voit sur l'attaque, que ce soit sur la gateline ou sur les angles de pronospination, on a une attaque qui est relativement varisante ou supinatrice, suivant les mots que vous voulez utiliser. Et c'est souvent, quand on a un angle comme ça qui est plus important que la normale, aux alentours de 20, supérieur à 25-30 degrés, c'est souvent un signe de compensation. C'est-à-dire que quand vous voulez attaquer d'une certaine manière, vous allez tirer le pied vers vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un angle qui est un petit peu plus important. Et du coup, le fait d'être en supination est plutôt une phase j'ai envie d'attaquer comme ça, mais pas forcément quelque chose de réel. Donc après, c'est ça, ce qui permet aussi de voir ce que vous allez pouvoir, que ce soit si vous êtes podo, comment vous allez pouvoir travailler, et si vous êtes kiné, comment vous allez pouvoir travailler aussi, que ce soit en termes de proprio ou en termes de renforcement musculaire. Voilà. Ok. Merci pour ton ajout, Fabrice. Donc là, ouais, donc on a fait un petit peu le tour sur les différents paramètres de la marche. Donc ce qui va être intéressant, c'est effectivement de suivre peut-être les quelques paramètres qu'on a identifiés. Donc là, Fabrice nous parlait justement de l'angle à l'attaque, où on voyait aussi ces angles de suppi et peut-être ce qu'on voyait sur l'autre page, le ratio de propulsion, de suivre un petit peu l'évolution de ces paramètres si on refait une acquisition dans le temps. Donc voilà, on a un profil aussi d'évolution, donc venir voir sur les paramètres en question. Donc là, vous voyez qu'il n'y a qu'un point puisqu'on n'a fait qu'une analyse pour l'instant avec ce patient, mais d'à terme, de voir si effectivement ça évolue et si avec la thérapie ça améliore ou pas, ou si on revient bien vers les valeurs attendues. Alors, une petite seconde, j'ai perdu mon écran. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, tu es toujours là, tu es sur l'évolution. Ok, super. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour la marche. On va pouvoir s'intéresser tout doucement donc, à la course. Donc, avec ce même patient, on a fait une analyse de course aussi. Donc, ce qui va être intéressant, donc ce patient de base, c'est un coureur, un sportif tout de même. Donc, c'est de voir aussi comment il réagit à la course et de voir s'il y a des effets qu'on vit à la marche qui s'amplifient avec l'intensité du mouvement. Donc, course, tout pareil au début. Voilà, on a les trucs très général qu'on a déjà vu, donc le nom de l'acquisition, général détail, la douleur, l'aide à la marche, les chaussures. Et on va directement aller du coup sur les paramètres biomécaniques. Donc on a la durée totale, donc voilà, c'est une sortie en extérieur que ce patient a fait d'un peu moins de 10 minutes. Il a été globalement constant, enfin, il n'y avait pas de consigne spécifique d'accélérer ou quoi à un moment donné. Donc, il avait une vitesse moyenne, ce patient, de un peu moins de 12 km/h, avec une cadence à 166 pas par minute. L'optimum étant entre 170 et 190. C'est un peu ce qu'atteignent les très bons coureurs qui veulent optimiser leur performance. Donc voilà, 170, on est déjà sur quelque chose de pas mauvais. On pourrait le monter encore un petit peu pour qu'il soit encore plus optimisé. Mais déjà pas mal du tout. Ensuite, on a du coup un graphe de cadence-vitesse. Donc ça va nous montrer en fait pas les cadences et la vitesse moyennée
sur toute l'acquisition, mais en fait tout au long de la sortie. Donc vous voyez que sur l'axe des X en bas, là, vous avez en fait le temps, donc entre le 0 et 9 minutes, là, et les valeurs en fait de vitesse avec la courbe bleue. Si j'appuie, je l'ai masqué, pardon, c'est le sens. Si j'appuie là, donc vous voyez, donc il n'y a que la vitesse, et là on va avoir du coup que la cadence. On voit que globalement, il est resté vraiment plutôt constant durant tout le long de sa sortie. Donc voilà, plutôt bien. On va retrouver ensuite une asymétrie. Donc c'est toujours basé sur les temps de contact, un petit peu comme on avait sur la marche. Et là, on voit en fait qu'il appuie un petit peu plus, donc il est un peu plus côté gauche, donc à plus de pourcents. Plus de pourcents, c'est négligeable, disons. En dessous de 3%, c'est pas quelque chose de significatif. Mais à voir si c'est quelque chose qui s'amplifie en fonction de l'intensité ou quoi. Mais dans l'état comme ça, c'est pas une donnée alarmante. Ensuite, on a un encart sur le type d'attaque. Donc là, en fait, on voit l'attaque de la personne par pied. Donc on voit côté gauche et côté droit, il attaque des deux côtés de talon. Il y a un angle, en fait, d'attaque en flexion-extension d'une quinzaine de degrés. Donc voilà, on est sur une bonne attaque talon. Et on a ensuite des forces d'impact qui sont données là en kilonewtons, donc du 2,1 kN, 2,3 kN. Donc ce qui est un peu intéressant, c'est en fait de normaliser, on va dire, cette valeur avec le poids, de comprendre en fait en fonction du poids du patient ce que ça veut dire, cette valeur. Donc le patient, le dossier du patient, c'est un patient qui fait donc presque 70 kg. Si je reviens sur mon analyse de course, donc à 70 kg, si je multiplie ça par 10 pour faire un calcul très simple, on pourrait avoir donc 700 newtons en fait de force par rapport à son poids, ce qui voudrait dire que on est à 3 fois en fait. Il prendrait en gros 3 fois son poids à peu près côté gauche et un peu plus de 3 fois son poids côté droit. Donc on est plutôt dans la norme. On est entre 2 et 4 fois le poids de corps en général. Sur des forces d'impact. Donc rien d'alarmant. Après, il y a quand même une petite différence droite-gauche. Donc voilà, sur des petites sorties comme ça, ce sera peut-être pas gênant. Après, sur des grosses sorties, on peut s'imaginer que quelques dizaines de kilos à chaque pas sur des kilomètres et des kilomètres, ça peut aussi engendrer des petites douleurs supplémentaires. Donc, c'est tout de même des choses à vérifier. Ce genre d'information est important aussi quand vous avez des patients qui ont besoin un petit peu de recommandations de chaussures ou même quand ils n'en ont pas besoin, mais que vous voyez que la chaussure n'est pas adaptée à leur stratégie en fait de course ou qu'ils se prennent beaucoup trop de force d'impact dans les pieds. Voilà, c'est peut-être aussi ce genre de données qui peut vous faire réfléchir au type de chaussures que vos patients peuvent avoir. On a ensuite un encart sur le profil de course. Donc ça ressemble fortement à ce qu'on a vu avant à la marche, avec donc les temps de contact, les temps d'oscillation, les longueurs de foulée. Et la petite subtilité, c'est qu'on ne va pas trouver ici du coup un temps de double contact, ce qui est normal puisqu'on est
plus à la marche, mais on va trouver un temps de double vol. Donc le moment où les deux pieds sont en l'air. Et donc ça, c'est au milieu. Et qu'est-ce qu'on voit globalement? Voilà, on voit une petite différence sur le contact. C'est ce qu'on voyait un peu à la symétrie là-haut. Mais rien de bien inquiétant. On a des petites différences de stride length. Enfin, une stride length quand même assez importante en fait entre la gauche et la droite. Donc on voit qu'il est un peu plus long sur sa stride length droite et un peu plus court sur sa stride length gauche. Donc pareil, est-ce que c'est une stratégie de compensation? Est-ce qu'il a un petit peu moins de force ou est-ce qu'à cause de la douleur, il parcourt un petit peu moins de distance côté gauche et il compense côté droit? Pourrait être une explication. Voilà ce qu'on pourrait extraire de ces informations-là. Ensuite, juste en dessous, on va avoir les angles de pronosupination. Donc, comme avant, on les a comme ça directement avec, par phase en fait, et on va pouvoir les voir sous forme de graphique comme à la marche. Donc, avec la phase attaque, la phase médio-pied, la phase propulsion, l'instant plutôt. Ce qu'on va voir ici, donc il n'y a pas de norme, mais on retrouve notre ligne noire qui est la valeur du patient et nos lignes grises qui sont les variations, donc les écarts types de ces valeurs de pronosupination. Ce qui peut être noté ici, c'est que la différence en fait entre l'attaque et la transition, donc l'amplitude qu'il va avoir là est assez importante. Donc on passe de moins 19 à moins 6 degrés, donc on a 13 degrés d'amplitude. Là on passe de moins 18 à moins 10, donc 8 degrés. Donc on a quand même un peu plus d'amplitude ici. Il vient quand même un peu plus dans la direction de la pronation. Donc voilà, une plus grosse amplitude, peut-être un peu en direction peut-être d'un petit effondrement du pied sur la phase médio. Donc là, il faudrait vérifier ça. Il faudrait vérifier effectivement s'il n'a pas un problème de stabilité, cheville, genou, s'il arrive bien effectivement à garder un genou dans l'axe, sur du squat une jambe, ce genre de petites choses. Donc voilà ce qu'on pourrait voir un petit peu sur ce graphique. Et pareil, Podo, est-ce que voilà, il y a des inserts, des choses qui pourraient stabiliser un petit peu cet effet d'effondrement ou cette grosse amplitude du moins qu'on note ici. Je vais passer ensuite à la deuxième page. La deuxième page, globalement, elle nous retourne en fait les mêmes informations qu'on va pouvoir voir sur la première page, sauf qu'on va pouvoir en fait jouer à voir ces informations tout au long de la sortie. Donc, si j'appuie en fait sur un point du graphique, donc ça c'est exactement le même graphique qu'on avait avant avec la cadence, la vitesse et le temps voilà, sur l'axe des X là en bas. Et si j'appuie sur un point, vous voyez que j'ai un tableau qui s'affiche. Et en fait, c'est les valeurs à cet instant-là qui vont s'afficher. Donc avec une asymétrie, avec les angles, les forces d'impact, longueur de foulée, etc., etc. Ce qui peut être intéressant, c'est sur, par exemple, des sorties un peu longues, de comparer un début-fin, voir s'il y a des choses qu'on observe. Ou si dans le protocole que vous lui donnez, vous avez peut-être des phases où vous voulez qu'il accélère un petit peu, qu'il aille un petit peu plus toucher sa VMA, voir effectivement comment il réagit. Est-ce que peut-être des problèmes peuvent ressurgir à ce moment-là quand il augmente un petit peu dans l'intensité.
Donc voilà, typiquement on voit un peu plus d'asymétrie à la fin qu'au début. À voir si, je sais pas, il court un peu plus en se mettant sur les pieds gauche. Il court globalement un petit peu moins vite quand même. On a des longueurs de foulée un peu plus basses. Voilà, des temps d'oscillation un peu plus bas à gauche aussi. Voilà, au niveau des amplitudes, des angles, ça reste à peu près dans le même range. On a toujours des gros écarts côté gauche, que ce soit en début de sortie ou en fin de sortie. Donc voilà. Donc si on reprend un petit peu, qu'on résume tout ça, moi je vois surtout du coup un petit peu cette chronosupination là, cette amplitude entre l'attaque et la phase médio-pied à vérifier, à checker si voilà, il n'y a pas du travail de renforcement de proprio à faire, de stabilisation podo, des choses comme ça, sur ce patient-là. Donc voilà, donc là on vient de faire donc l'analyse complète donc avec la marche et la course de ce patient. Ce qui nous reste encore peut-être à voir rapidement, c'est les sauts. Donc on n'a pas fait d'analyse de saut avec ce patient en particulier, mais je vais peut-être vous présenter juste rapidement ce qu'on peut faire avec la solution. Donc je vais vous faire ça au travers d'un PowerPoint. Tac, tac, tac. Donc je vais juste vous partager. Pendant ton écran, Nico, on a quelqu'un qui nous a mis effectivement dans les douleurs de genoux. Je retrouve très régulièrement un effondrement médio-pied qui entraîne une torsion au niveau du genou. Ça peut être ça. Après, c'est sur ce patient-là, en fait, il y avait plusieurs choses. Là, sur l'analyse, en fait, ça a mis en évidence que il y avait une compensation qui pouvait. Alors, est-ce que la compensation qu'il avait aujourd'hui était liée à sa douleur ou est-ce qu'elle était toujours? C'est toujours difficile à dire. Après, c'est sûr qu'on est sur l'analyse est faite sur un instant T. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire sur l'instant T, mais c'est effectivement essayer de rééquilibrer entre l'examen dynamique et l'examen statique. Ce qu'il faut bien toujours dire, c'est que l'examen qui est fait par DS Pro est un examen qui va compléter tout le reste de votre diagnostic, enfin en tout cas tous les autres examens que vous pouvez faire, que ce soit podo ou kiné. Donc ça vient compléter un petit peu ce que vous allez voir, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement pratique parce que c'est quand même assez rapide à faire. Voilà, je te laisse finir, Nicolas. Merci. Je vois que Sébastien est encore en train d'écrire, je ne sais pas s'il faut faire une réponse rapide à ton commentaire, sinon on le reprendra. Oui, tu peux continuer, et puis je te laisse faire, puis je suis en train de suivre, et puis au pire, je répondrai soit à l'oral, soit par écrit. Ça marche. Ok, alors, du coup, on voit bien mon écran, là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une dernière petite partie sur les sauts. Donc, avec DS Pro, on propose aussi... je vais vous mettre en mode présentation. Ouais, donc avec Digital Pro, on propose aussi des analyses de sauts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel type de saut on propose avec la solution? On propose des CMJ, donc des Counter Movement Jump, des triple hop, des side hop et des single hop. Donc, on va aller éplucher un peu ces 4 différents sauts, voir ce que c'est, ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on mesure. Donc, le premier qui est le Counter Movement Jump, donc c'est un saut vertical avec les 2 pieds, avec ou sans l'aide des bras selon les protocoles, le but étant de sauter le plus haut possible. Donc la réception doit être bien entendu stabilisée pour que ce soit un saut valide. Et voilà, c'est un saut, c'est un test donc qui rencontre un petit peu la qualité musculaire, de l'explosivité du sujet,
C'est un test qui se prête bien voilà, en début de saison pour mettre un petit peu une baseline de nos sportifs et voir s'ils progressent au fil du temps ou au contraire s'ils régressent ou si en cas de blessure, est-ce qu'il revient à sa baseline ou pas. Sa baseline, elle est définie avec quels paramètres. Du coup, je vous disais, le but, c'est de sauter le plus haut. Donc, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la détente. Donc, cette détente, pour vous donner un petit ordre d'idée, donc un sportif un peu régulier, on va être sur une détente aller à 40-50 cm, là où des volleyeurs pro, on va monter à du 70 cm et des basketteurs pro, on peut aller même jusqu'à du 90, voire 1 mètre. Donc voilà, ça peut être, comme dit, une baseline et ensuite on fait un suivi de la performance de l'athlète et en cas de blessure, donc on a sa baseline et le but serait de revenir à cette baseline. Et si on a du coup des problèmes de détente, ben, voilà, on peut venir travailler cette détente en faisant voilà, du squat jump, de la corde à sauter, tout type d'exercice pour améliorer cela. Donc on a ensuite le triple hop. Donc le triple hop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un saut unipodal, donc avec un pied vers l'avant. On fait 3 sauts, donc 3 sauts en dynamique et on stabilise en fait la réception du dernier saut. Voilà, ce qui est important, en fait, ce saut, il est très utilisé dans tout ce qui est ligamentoplastie, dans les retours au sport après DLCA. Donc très utilisé par les kinés. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on compare généralement la jambe saine avec la jambe qui a été opérée. Et l'indicateur, généralement, c'est moins de 10% de différence entre les deux jambes pour pouvoir prétendre retourner au terrain. Donc, c'est moins de 10%, on va les calculer par rapport à la distance totale de ce test. Donc, voilà ce que JSON Pro retourne, effectivement, c'est une distance totale et une symétrie entre ces deux. Est-ce qu'on est encore dans ces 10% ou non? Et sinon, voilà, retour au travail, voilà, explosivité, proprio, etc., etc. Le single hop, c'est normalement, comme vous allez le voir sur la vidéo, une version raccourcie du triple hop. Donc, on propose les deux en fonction des affinités de chaque physio pour chaque test, mais aussi du stade du processus de rééducation de la personne. Voilà, le triple hop est tout de même un petit peu plus compliqué ou plus demandeur. Mais globalement, là, le but va être le même, retour au sport, et on attend moins de 10% de différence entre les deux jambes. Je vous montre du coup le dernier saut qu'on propose, qui est donc le side hop. On est donc là toujours sur un saut unipodal, mais cette fois-ci, on va sauter de manière latérale, donc droite-gauche. On va mettre des tapes au sol, comme vous voyez sur la vidéo, et sauter de part et d'autre de ces tapes. Là, les tapes sont à peu près dans la littérature, ce qu'on retrouve de l'aéro officiel, c'est un test à 40 cm. Et donc, le but est de faire le plus de sauts possible en fait en 30 secondes. Et là, encore une fois, on va pouvoir regarder si un retour au sport est possible en comparant en fait droite et gauche. Ce test, il est encore un peu plus haut en intensité. Il est même bien plus haut en intensité que ce qu'on a pu voir avant. Et il demande aussi beaucoup de contrôle, cheville, genou, enfin tout le bas du corps. Donc voilà, comme je dis, on cherche le nombre de sauts et on vient voir s'il y a moins de 10% de différence entre les deux côtés.
Et donc voilà, petit résumé. Donc sur le CMJ, on cherche à définir la détente. Sur le triple hop et sur le single hop, à avoir une symétrie, une bonne symétrie sur les longueurs qu'on va faire. Là où sur le side hop, on va chercher une symétrie avec le nombre de sauts qu'on va réaliser droite et gauche. Il y a une petite inversion des vidéos là, je viens de voir. Mais vous avez compris le principe. En plus des paramètres principaux qu'on retourne, on voulait aussi donner l'opportunité aux praticiens de creuser un peu plus si besoin, et de comprendre peut-être pourquoi je n'atteins pas la détente que je veux, pourquoi j'ai encore une différence de symétrie, pourquoi j'ai une symétrie importante droite-gauche. Du coup, on a aussi des paramètres un petit peu plus généraux sur le décollage comme sur l'atterrissage pour venir voir s'il y a un problème au décollage. Est-ce que il y a peut-être un manque dans l'amplitude articulaire, un angle de flexion de décollage qui est peut-être un petit peu réduit, la vitesse au décollage qui est peut-être différente entre la droite et la gauche. Et on va avoir un peu le même type de paramètres en fait à l'atterrissage. Donc on va pouvoir regarder les angles de pronosupination à l'atterrissage, la stabilité à l'atterrissage, l'accélération à l'atterrissage, qui nous permettrait de voir s'il y a aussi des risques de blessures potentielles. Ou est-ce que il se réserve sur l'atterrissage. Ça pourrait expliquer que le patient ne veut pas sauter le plus loin possible. Donc voilà tous les paramètres un petit peu additionnels en fait au jump qu'on peut proposer pour essayer de comprendre un petit peu les résultats principaux, les paramètres principaux qu'on a mentionnés avant. Voilà, donc là je viens de faire le tour. Donc on a fait la marche, on a fait le run, on a fait le saut. Donc voilà, si vous avez, alors je sais pas, on va peut-être regarder un petit coup dans les commentaires. Fabrice, je crois que tu as répondu un petit peu aux questions. C'est bon, Nicolas, j'ai répondu par écrit. Donc, si là vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions dans le chat ou dans les questions. Rana, je pense qu'elle va mettre son email au cas où si vous avez des questions après, vous pourrez communiquer avec elle via son email. Rana, je te laisse mettre ton mail et puis voilà, après vous retrouvez Nicolas le mois prochain pour un nouveau cas. N'hésitez pas aussi à envoyer vos cas, vous pouvez les envoyer justement par mail si vous souhaitez qu'on explique en direct le cas à un patient que vous avez eu. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut en rester là ce soir, Nicolas. C'est tout bon. Très bien. Bonne soirée, Nicolas. Bonne soirée tout le monde. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.